Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous nous retrouvons pour cette dernière conférence, donc cette journée du rebond commercial, qui se termine donc par cette conférence autour de la performance commerciale. Comment former et préparer bien sûr ces équipes commerciales dans ce contexte si particulier qui est celui qu'on connaît. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Nous avons réuni évidemment trois experts. Alors, je me mets aussi les experts commerciaux qui ont évidemment un petit peu d'expérience sur le sujet pour aborder de façon concrète ce dernier sujet. Alors, je vais demander évidemment à mes invités de se présenter. Fabien? Oui, bonjour. Donc Fabien Contet. Je dirige la société Questio, qui travaille sur la performance client donc pour améliorer l'acquisition, la fidélisation client. Depuis 3 ans, on a décidé de faire ce travail auprès des entreprises qui en ont le plus besoin, donc les structures avec des dirigeants qui veulent structurer leur système commercial. Et on les accompagne en visio-coaching, en visio-training, depuis maintenant 3 ans, sur ce modèle d'accompagnement dans la durée. Merci Fabien, très visionnaire, visio-coaching, juste bien avant le Covid, bravo, belle anticipation. Allez Benoît. Alors bonjour à tous, je m'appelle Benoît Sossereau, je suis gérant de la société Foucault Partners. Et notre métier en fait c'est de faire en sorte que les commerciaux ils aillent le plus souvent à la banque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi tout ce que les commerciaux peuvent faire, au lieu d'être juste occupés, il faut qu'ils soient occupés à faire en sorte de ramener du chiffre. Et c'est d'autant plus important dans cette période. Et dans cette période d'autant plus que des fois certains commerciaux sont encore en chômage partiel, donc il faut aller chercher des affaires et donc c'est pas juste de s'occuper, s'assurer qu'on a dépensé le temps de notre journée, mais bien qu'on ait fait en sorte que du chiffre supplémentaire ait été ramené dans l'entreprise. Donc par rapport à ces enjeux, forcément c'est hyper critique aujourd'hui. Merci Benoît. Alors juste un mot présenté. Donc moi je suis le fondateur d'Experformance, cabinet donc spécialisé dans l'accompagnement au développement commercial sur des sujets recrutement et formation de vente, de vendeurs. Une particularité, si on peut, mais depuis maintenant 25 ans, nous accompagnons effectivement les commerciaux, bien sûr dans les formations, mais surtout sur le terrain pour la mise en application. Alors on en parlera évidemment entre nous, la mise en application des principes de vente et des plans de vente. Évidemment, c'est extrêmement important d'accompagner individuellement les commerciaux sur le terrain pour les aider à passer à l'acte. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet sur évidemment le contexte commercial qui est celui qu'on connaît aujourd'hui et que vous connaissez. Alors, ce contexte commercial si particulier, quelques personnes un peu expérimentées, je me tourne vers Fabien et pour moi, qui ont vécu forcément aussi quelques crises. Alors, quel regard peut-on porter à la fois pour nos structures et chez nos clients? Fabien, peut-être? Alors en fait, le 11 mars, nous étions tous de retour chez nous pour un temps de pause et on ne savait pas combien de temps il allait durer. Les commerciaux qui étaient habitués à prendre leur voiture se sont retrouvés avec la voiture au garage. Et dans cette situation-là, on s'est retrouvés finalement avec des entreprises qui ont fait des choix très différents. Le contexte aujourd'hui, début septembre, dans cette rentrée, c'est finalement des situations d'entreprise et de situations de commerciaux dans lesquelles ils ont un grand écart à faire entre leurs objectifs commerciaux et comment est-ce qu'ils vont réussir à atteindre les objectifs dans ce contexte d'ici la fin de l'année. Puis une entreprise, la leur, qui a changé ses habitudes, contraint ou pas contraint, de télétravail, de travail à distance, donc il y a des habitudes qui ont été modifiées dans l'entreprise elle-même. Et puis enfin, leurs clients. Leurs clients qui, chez les grands comptes en tout cas, refusent catégoriquement et officiellement de recevoir. Et pour les autres, qui ont aussi changé leurs habitudes. Donc là, on a vraiment un commercial au cœur de tous ces changements et qui doit naviguer, surfer autour de ces changements. Donc le contexte est vraiment très particulier. Et là, on voit comment vont s'exprimer finalement les différents caractères. Mais en tout cas, voilà le contexte aujourd'hui de nos clients. Benoît, un petit mot sur le contexte? Alors le contexte ou les contraintes qui ont été posées, c'est que dans une activité commerciale, et notamment une activité commerciale performante, ça implique principalement une chose, c'est que les commerciaux ils soient très clairs sur ce qu'ils doivent faire et qu'ils soient très réguliers, qu'ils aient les bonnes habitudes, les bonnes routines, que ce soit des routines de prospection, que ce soit des routines de fidélisation,
de relance, ce genre de choses. Et quand on change les outils, quand on change les moyens de communication et que du jour au lendemain, comme l'expliquait Fabien, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus aller sur site, regarder l'état des machines, faire un audit, dire ah ouais tiens vous auriez peut-être besoin de ça, ce genre de choses, qu'on ne peut plus faire ça, qu'on est obligé de communiquer différemment, toutes les habitudes sont foutues par terre. Et la première des difficultés, ça a été de retrouver des nouvelles habitudes, de recadrer, redonner du cadre, redonner de la structure. Et ça, il faut bien reconnaître que ça a perturbé beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerciaux. Et on ne peut pas trouver un autre chemin de la performance que celui de redonner un cadre, mais avec un nouveau contexte, des nouveaux moyens et des leviers de communication qui ont complètement été chamboulés. Donc on va évidemment parler tout à l'heure des conséquences et de la manière de s'adapter. Juste pour compléter, effectivement, on est dans une période évidemment particulière qu'on pourrait appeler une période de crise. Il y en a eu par le passé. On est dans une période d'incertitude. Je pense qu'effectivement, les chefs d'entreprise ont évidemment beaucoup de mal à se projeter. On est aussi sur, néanmoins, et on le voit chez nos clients, des disparités d'entreprises. Certaines ont profité de la crise et se développent plutôt bien. Certaines souffrent. Je ne parle pas des secteurs qui souffrent. On a déjà évidemment beaucoup parlé quand on est dans l'aéronautique, dans l'événementiel, dans le tourisme ou dans la culture. Évidemment, c'est très compliqué. Mais il y a néanmoins, il ne faut pas être catastrophique, il y a aussi des entreprises qui se développent bien et qui ont profité ou qui savent rebondir, puisqu'on est sur le sujet du rebond commercial. Certes, on a quand même donc la particularité, une ambiance générale. Alors, les médias nous aident beaucoup à bien plomber l'ambiance et donc ça a des conséquences. Donc pour nous, chefs d'entreprise et commerciaux, nous devons évidemment envoyer des messages extrêmement positifs, enthousiastes et avoir une vision optimiste de l'avenir. Ça fait partie, je crois, de l'ADN de la plupart des chefs d'entreprise et des commerciaux. C'est aussi notre rôle de remettre en mouvement, de remettre en dynamique. Il y a eu forcément des entreprises qui ont été arrêtées, pas toutes. D'ailleurs, certaines ont continué, certaines se sont arrêtées. Donc là, il y a pour ces entreprises-là une inertie de redémarrage. Et c'est vrai aussi pour l'activité commerciale. Faut toujours, en période de crise, rassurer, communiquer. Là, c'est l'importance des managers, des directions commerciales près des commerciaux, d'être très proche, bien sûr, des collaborateurs, malgré le télétravail, malgré la distance qu'on peut avoir avec nos clients, en fonction de ce qu'a dit tout à l'heure Fabien. Donc rassurer, communiquer, toujours évidemment, mais avoir du sens, porter un projet, des valeurs. C'est parce qu'il y a la crise qu'on oublie tout ça. Et puis, je pense que ça fait aussi partie de l'ADN des chefs d'entreprise, et je pense des commerciaux, d'être résilients, c'est-à-dire cette capacité à rebondir, à s'adapter à des crises et faire en sorte que ces contraintes soient finalement des opportunités. On en parlait à la conférence précédente, des opportunités pour s'améliorer dans le digital, dans la communication, tester des choses. Et nos clients, on l'a vu, ont testé, et heureusement, testé plein de choses, ont évolué, ont amélioré. Et effectivement, comme le disait Benoît, ont dû changer leurs habitudes, clairement. Donc ça, c'est la conséquence. Alors si on peut résumer les conséquences de ce contexte particulier, avant qu'on parle évidemment des qualités fondamentales pour les commerciaux. Alors, les conséquences dans ce contexte qu'on a dressé, c'est qu'on a finalement sur une ligne de départ, dans les starting blocks, des entreprises dans des environnements qui ont en réalité des commerciaux qui partent pas du tout du même point. Il y a ceux qui ont réagi le 15 mars, qui étaient déjà en train de se poser la question de comment ils allaient modifier leur méthode, quelle façon de travailler ils allaient avoir. Certains ont très vite créé les appels de courtoisie pour savoir comment leurs clients allaient. On créé les webinars, on fait des relais entre du marketing et les commerciaux. Et ça s'est passé pendant 3 mois, pendant que certains de leurs concurrents se disaient « Un jour, on retrouvera le même fonctionnement qu'avant, on pourra retourner voir nos clients ». La réalité, c'est que même si on a évidemment la possibilité de beaucoup plus bouger qu'avant, on n'a pas le même contexte, les choses ont changé.
Et donc, les entreprises qui ont profité du FNE, par exemple, et donc du chômage partiel de leurs salariés pour les former, celles qui ont profité de cette période pour expérimenter, comme tu disais, Yann, sur la partie lien entre marketing et commercial, ne partent pas du même point que ceux qui sont aujourd'hui à vouloir redémarrer, à rattraper. Alors, moi, je dirais, la conséquence, c'est que rien n'est perdu pour personne. Simplement, il va falloir mobiliser des ressources. Et les 3 mois qui viennent, pour toutes les raisons globales, économiques que l'on a, mais aussi pour chaque entreprise, ça va être de mobiliser les ressources et de ne plus chercher, je dirais, le pourquoi on le fait, est-ce que vraiment on doit le faire, qu'est-ce qui fait que. Donc, en gros, les prétextes ne peuvent plus être utilisés. Il y a vraiment un état d'esprit d'engagement qui doit être mis en œuvre. Donc, moi, je dirais la conséquence, c'est de retrouver, de réactiver des états d'esprit très entrepreneurs chez les commerciaux. Parce qu'en ce moment, c'est de ça dont on a besoin. Et ça faisait quand même des années qu'il y avait un flux qui n'obligeait pas, beaucoup d'entreprises n'étaient pas obligées d'avoir ces attitudes-là. Donc voilà ce que je dirais en termes de conséquences. Ok, place à l'action. Tu as raison. Alors, on va parler évidemment tout à l'heure aussi des qualités fondamentales des commerciaux et ce qui a changé dans la relation commerciale. Benoît, qu'est-ce que tu as observé, toi, chez tes clients quelles conséquences et chez les commerciaux? Alors, toute période de crise, toute période de grand stress est une période exceptionnelle pour changer des choses parce qu'on a un très bon prétexte pour le faire. J'imagine d'un côté, il y a pas mal de commerciaux qui peut-être auraient voulu être plus efficaces dans leur processus de vente, mais ils avaient des clients, oh non, il faut que vous veniez nous voir, hein, on ne peut pas faire ça à distance, etc., etc. Et l'avantage du télétravail, l'avantage du Covid, de la contamination potentielle, ce genre de choses, c'est que les commerciaux, ils ont un très bon prétexte pour dire non, écoutez, ce premier rendez-vous, on va le faire par téléphone, on va le faire par visio, et que finalement, les personnes, que ce soit du côté des clients ou que ce soit du côté des commerciaux, ces personnes, ouais, en fait, ça ne marche pas si mal que ça. Finalement, on a des résultats tout à fait intéressants, voire même on est plus efficace. J'arrive à contacter plus de prospects, j'arrive à faire tout un tas de choses. Et parfois, malheureusement, il faut secouer fort le cocotier pour que on se dise, ouais, ok, il était temps qu'on bouge et qu'on change sur tout un tas d'habitudes qu'on avait. Et ça permet peut-être de faire, c'est peut-être un peu brutal, mais peut-être le tri, ou du moins remettre les pendules à l'heure au niveau des forces de vente sur en fait, les fondamentaux de votre métier. C'est pas juste de vous promener, aller voir des clients, même si c'est sympathique. C'est d'aller chercher du business, et il faut que tout le monde soit en ordre de marche, en ordre de combat, si on peut dire ça comme ça, parce que la période fait que chacun doit être mobilisé. Donc c'est aussi un élément qui peut être utilisé et qui est utilisé par beaucoup de boîtes pour ramener un engagement plus fort des commerciaux, qui peut-être parce que voilà, ils étaient des commerciaux itinérants, qu'on avait un peu de mal à avoir une cohérence de groupe ou des valeurs communes ou un engagement commun vers un objectif. Et ça permet de recentrer, de réaligner. Et je pense que ça, c'est plutôt positif et c'est une vraie opportunité pour beaucoup de boîtes. Voilà un message très positif. Merci Benoît. Alors juste pour compléter, effectivement, on a évidemment découvert de façon contrainte, mais maintenant on voit, et on l'a tous constaté chez nos clients, de ce qui était contraint, cette relation commerciale à distance, qui a dû évidemment contraint s'exercer. Aujourd'hui, c'est pour la plupart des entreprises un vrai choix. Elles ont testé cette relation commerciale à distance. Parfois, ça tâtonnait. On en a accompagné, nous, un certain nombre d'entreprises pour que les commerciaux soient à l'aise et découvrent qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses à distance. On peut être, et tu as raison, Benoît, parfois plus efficace. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit nos rendez-vous sont plus courts, nous avons des clients plus attentifs, notre cycle de vente s'est réduit. Et effectivement, on a gagné en confort de travail, parce qu'on n'a pas, et pour les commerciaux, on le sait, pour certains qui ont des grands secteurs, il n'y a pas de déplacement massif et toute la fatigue déplacement. Pour l'entreprise, il n'y a pas les coûts induits de déplacement, c'est évidemment pas neutre. Donc ça, c'est une vraie révélation. Alors même si la relation commerciale à distance, moi je l'ai mis en place il y a 15 ou 20 ans dans des entreprises, mais en tout cas, c'était un bon moment de tester effectivement cette relation commerciale. Évidemment, c'était aussi pour les entreprises l'occasion de bien aussi, même si certains commerciaux étaient déjà dans cette configuration de télétravail, mais il a fallu dans beaucoup d'entreprises quand même caler cette relation à distance pour des commerciaux qui sont loin, avec toutes les angoisses, les inquiétudes.
maintenant, on a globalement quand même pas mal de certitudes sur la notion de confiance qu'on peut avoir dans les collaborateurs, qui très souvent travaillent bien. Maintenant, la confiance, vous le savez, n'exclut pas le contrôle. Évidemment, il faut aussi apprendre aux managers, aux directions commerciales, à piloter, à suivre et animer leurs commerciaux à distance. Voilà là-dessus. Benoît a raison d'insister sur le change d'habitude. Alors, nous qui sommes dans la formation commerciale, évidemment, un de notre rôles, c'est pour la plupart souvent de faire progresser et de changer des habitudes commerciales notamment. Et on sait à quel point il y a ce qu'on appelle les résistances. Et là, c'était évidemment un bon prétexte, un bon contexte pour effectivement faciliter ces changements d'habitude, de faire tester des choses, et puis de sortir un petit peu, on sait bien qu'humainement, on va tous vers notre zone de confort, de sortir un petit peu les commerciaux de leur zone de confort et de leurs habitudes, et de s'adapter. Et là, c'est évidemment... alors, on va passer aux qualités. Évidemment, l'une des qualités, c'est la capacité justement à s'adapter. Dans les qualités fondamentales qu'on peut retrouver, on pourra les commenter, mais évidemment, pour les commerciaux, ça veut dire que dans ce contexte, encore aujourd'hui, ils ont dû apprendre à être davantage à l'aise avec l'ensemble des outils numériques. Bien sûr, très à l'aise, et certains commerciaux ne l'étaient pas, évidemment, au téléphone et en visio. Donc, apprendre à maîtriser tous ces outils essentiels. Bien préparer leur rendez-vous. Certains commerciaux, évidemment, pas forcément l'habitude de bien préparer. Fabien parlait de rendez-vous de courtoisie. Je dirais juste là-dessus, quand on était dans un rendez-vous physique, on avait la possibilité, par le relationnel, de compenser beaucoup de choses. Le canal téléphone et le canal visio, de fait, c'est straight to the point. Donc, il y a 1 heure de bloqué, ou même parfois 10-15 minutes, vous l'avez abordé dans d'autres conférences. Et donc, ça amène naturellement le commercial à se préparer, parce que l'agenda, l'ordre du jour de son interlocuteur, va devoir être très précis. Donc, de fait, la préparation, qui était un sujet souvent abordé auprès des commerciaux, et effectivement souvent, finalement, je compense. Là, il y a moins cet aspect-là. Ouais. Donc, ça donne des rendez-vous effectivement plus intéressants, mieux préparés de part et d'autre, de la part du commercial, mais souvent aussi, ce qu'on va rapporter, les clients se préparent mieux aussi, parce qu'ils savent qu'en une demi-heure, ils doivent traiter. Ils avaient peut-être l'habitude de traiter en face à face en 1 heure ou 1 heure et demie. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement positif. Évidemment, dans les qualités très attendues, cette capacité à être, et c'est aussi vrai pour les entreprises, agile, créatif, innovant. On rebalaye un petit peu son process commercial. C'est vraiment l'occasion de, bien sûr, changer ses habitudes. Et puis, il y a, on le sait, dans cette période extrêmement particulière, mais c'est la notion d'état d'esprit dans les entreprises. Et là, ça vaut évidemment pour les commerciaux, mais aussi et surtout, j'allais dire, pour les managers qui doivent effectivement véhiculer un état d'esprit à la fois gagnant, positif, optimiste. Et ça, c'est extrêmement important. Le mental, on sait on connaît évidemment les commerciaux avec le mental qui varie en fonction des succès et des échecs. Mais là, dans ce contexte-là, un peu d'incertitude et plus ou moins d'inertie, c'est extrêmement important de véhiculer du positif. Et puis, évidemment, agir. On a vu peut-être des entreprises un peu sonnées là, sur mars, avril, mai, qui étaient un peu inertes et vraiment à l'arrêt. Certains on pense attendant un petit peu des jours meilleurs, comme disait Fabien. Ceux-là ont aujourd'hui d'ailleurs du mal à se remettre au boulot, ou à remettre au boulot les commerciaux. Mais c'est important évidemment d'agir. On parlait ce matin de prospection. Voilà. Bien sûr, on fidélise nos clients, mais il faut, même dans ces périodes-là, agir, tester. Dans la conférence précédente, on a vu comment le marketing digital pouvait aussi nous aider, nous commerciaux, à développer le business. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier les clients. C'est-à-dire que nous, on se prépare, on fait au mieux, mais aussi, il faut voir comment nos clients ont été impactés, comment nos clients sont à l'aise ou pas avec les outils, et dans cette relation commerciale à distance. Et là, il y a souvent besoin d'accompagnement. Si je pourrais rajouter sur cette partie-là, moi, les entreprises que j'ai vues le plus arriver à tirer leur épingle du jeu,
c'est cette capacité à renouer beaucoup plus de dialogue, que ce soit des commerciaux avec leur hiérarchie, que ce soit les commerciaux avec les clients, etc., pour arriver éventuellement soit à modifier certaines offres, des boîtes qui, par exemple, vendaient de la machine-outil, se dire, bah voilà, on va peut-être développer une nouvelle offre avec une sorte de leasing, on va peut-être développer une offre de financement, d'être très à l'écoute en fait, des contraintes des clients qui empêchent les passages à l'action, qui empêchent les achats, et de lever ces freins et d'être en réflexion sur ça. Et quand on parle d'agilité, c'est cette agilité-là dont on parle, c'est cette capacité à, ok, le contexte a changé, très bien, pas de souci, c'est juste un contexte différent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on peut repositionner ce qu'on faisait? Et ça implique le dialogue. Et il faut absolument discuter. Sans ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Réagir. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. Je pense que Fabien peut-être va nous illustrer avec des retours d'expérience, détailler un petit peu ce process commercial. Pardon, oui, avec le micro c'est mieux. Donc détailler le retour d'expérience, Fabien, Oui. et l'impact ou les modifications concernant notamment ce qu'on appelle le process commercial. Oui. Alors, on a parlé beaucoup des commerciaux, on a parlé de leurs compétences. Il faut qu'on fasse attention. C'est pas des soldats qu'on envoie à la bataille pour se faire dézinguer. Il y a vraiment un mot-clé pour moi, enfin une phrase qu'on utilise beaucoup chez nos clients en ce moment, qui est « everybody sells ». Tout le monde est à la vente. Donc ça veut dire pour nous que la performance commerciale, l'action commerciale, c'est d'abord un système commercial, un système marketing commercial. Si on considère qu'avoir une bonne performance commerciale, c'est avoir des bons commerciaux, on se retrouve dans ces périodes tendues avec, en gros, ça suffit pas d'avoir un bon commercial. Parce que si on n'a pas un bon marketing, si on n'a pas des bons outils, si on n'a pas le bon management, si on n'a pas une mobilisation globale, si on n'a pas une bonne relation client, si on n'a pas une fidélisation, si on n'a pas l'ensemble du système qui fonctionne correctement, le commercial se retrouve vraiment esseulé et ne peut pas porter de tels enjeux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Predictable Revenue de Aaron Ross, qui a décrit ce qui a été fait dans une boîte de logiciels CRM d'une taille assez certaine aux États-Unis il y a quelques années, et qui a mis en place son Inside Sales. Donc l'Inside Sales, c'est quelque chose qui a 5 à 7 ans d'avance aux États-Unis, dans les pays dans lesquels on ne peut pas aller visiter les clients tous les jours. On l'a déployé chez nous il y a 3 ans, et ça fait partie du process qu'on déploie chez les clients, qui est, à mon avis, une vraie opportunité dans le déploiement dans les entreprises aujourd'hui. Alors, ce schéma est extrait d'une des formations auprès des managers sur vendre en visio, vendre en multicanal. Ce que vous avez sur ce schéma, c'est en gros l'observation qui a été faite sur des centaines d'entreprises. En haut, vous avez le flux classique qui était utilisé dans les entreprises. Je prends un rendez-vous, donc jusque-là, rien d'original. Donc j'obtiens un rendez-vous qui est aidé par le marketing ou par ma prospection téléphonique. Je fais un rendez-vous physique, et en général, comme j'ai pris ma voiture, que j'ai fait au moins une demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures de déplacement, je n'y vais pas pour moins d'1 heure. Donc c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie. On s'est bien entendu, on a vu qu'il y avait des points en commun, on va refixer un rendez-vous, très souvent physique, idéalement avec d'autres personnes dans le rendez-vous du côté du client. Et puis tout ça, finalement, ça fait en cumul un finish sur un process très simple qui, vous le savez bien, peut être beaucoup plus complexe, mais on est autour de 4h30 pour un process commercial, je dirais, appliqué aujourd'hui dans les entreprises. Alors j'ai même un chiffre là-dessus. On a animé une conférence avec BPI sur 400 personnes présentes au webinar. 80% des entreprises présentes étaient sur le process classique de rendez-vous terrain, en se demandant comment ils allaient faire dans la situation actuelle. Donc, ça veut dire qu'en France, on a 10 points, 15 points de retard sur les entreprises de continents de type États-Unis qui aujourd'hui se sont adaptées depuis plus longtemps. Donc, ce que vous avez en bas, c'est le processus qui peut être mis en place, qui a un intérêt énorme pour plein de monde. Donc, j'obtiens un rendez-vous, toujours la même logique. Jusque-là, pas beaucoup de changements. Je vais utiliser le canal téléphone. Donc, le canal téléphone, faut aller plus vite. On a obtenu le rendez-vous au téléphone, on fait un rendez-vous de prise de connaissance, d'échange avec le client, qu'on a appelé, la méthode permet de l'avoir, qui est qualification-ancrage. Donc, la qualification et l'ancrage, ça permet déjà de vérifier si on a un intérêt à continuer à échanger ensemble. Et donc ça, ce point-là,
il est du coup très efficace pour le client et pour nous. Donc dans le respect du client, dans le respect de notre temps, il y a déjà quelque chose de très efficace. Et sans même parler du temps, ça va faire gagner vraiment d'efficacité et du taux de transformation au final. On va avoir un rendez-vous 2 qui sera plutôt en visio. Alors le rendez-vous 1 peut être fait, le R1 peut être fait en visio si on connaît déjà la personne. Le R2 en visio, dans une logique de co-construction. Donc là, typiquement, je pense que vous l'aborderez, on aborde la logique des compétences, la logique de comment on anime pour faire cette co-construction en visio. Et puis enfin, R3 de visio et d'engagement qui peuvent être avec d'autres interlocuteurs décideurs. Sur ce process, c'est assez simple, on gagne 2h30. Donc vous gagnez 2h30 par affaire pour des taux de transformation meilleurs. Ça donne, chez nous, chez Questio, on est passé d'une moyenne de 2 rendez-vous par 3 à 4 rendez-vous il y a 3 ans par semaine à 16 rendez-vous par commercial par semaine. Donc ce processus fonctionne dans un service qui est du consulting, de l'accompagnement, du coaching business, comme vous le savez. Et donc ça fait partie des éléments sur lesquels on a des clients qui se sont dit « Ah tiens, finalement, ce serait intéressant qu'on en reparle ». Parce que c'est des sujets abordés depuis longtemps. Donc voilà, moi je voulais juste éveiller là-dessus. C'est une opportunité très importante pour beaucoup de sociétés françaises qui ont un certain décrochage compétitif sur le process commercial. Et j'ai juste, Yann, mis un slide supplémentaire, et après on échange dessus. Les avantages, tout le monde l'a vécu, c'est quand même moins fatigant d'être en visio, même si c'est intensif, même si c'est dense, que d'avoir beaucoup de déplacements. C'est plus facile d'impliquer d'autres personnes de la société. Mobiliser, chez Dimo Software, mobiliser 4 personnes en avant-vente pour un rendez-vous, plutôt que d'organiser une visio dans laquelle ils restent dans les bureaux et ils peuvent être présents, je peux faire monter de l'expertise sur des rendez-vous. Donc ça me donne une latitude au commercial de travailler et de vendre vraiment en équipe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit, si on sent qu'il n'y a pas un intérêt avec le client dès le R1, et ce rendez-vous de 15-20 minutes, on va pouvoir se donner rendez-vous plus tard sans que ce soit un problème. On n'aura pas gâché 1h30 pour rien. Donc voilà, pour moi, ce qui est une opportunité, ce qui peut être déployé dans les entreprises. Et on a vu tous qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le sujet du canal. Oui, effectivement, on passe du physique au téléphone à la visio, mais il y a aussi cette opportunité du processus et du changement qui peut être opéré. Alors effectivement, tu décris, Fabien, un processus qui va évidemment faire gagner du temps, qui a beaucoup d'avantages, qui n'est pas évidemment toujours applicable à tous les métiers, à toutes les activités. Évidemment, c'est difficile d'imaginer dans certains métiers se passer d'un rendez-vous physique. Et donc c'est à voir. Par contre, il peut y avoir, dans un certain nombre de cas, je me souviens de mon passage, mais c'était en 2002 chez Vector Plus, où j'ai mis en place une cellule télévente, télémarketing. Et l'idée, c'était de pouvoir faire de la télévente, effectivement, sous ce format-là, avec 0 déplacement, donc uniquement, et sur des petits contrats. Alors, c'était des contrats de 3 000 €. Alors, on est monté jusqu'à 10 000 d'ailleurs, mais c'était déjà ça pour éviter, et économiquement, c'était presque une hérésie, d'envoyer des commerciaux faire X rendez-vous à des coûts, faire 2 rendez-vous, parfois 3 pour ceux qui avaient du mal à closer, pour vendre 2 000 à 3 000 € de prestations. Donc tous ceux qui sont aussi dans des TPE, PME, mais aussi sur des ventes dont le chiffre d'affaires évidemment n'est pas propice à multiplier les rendez-vous, c'est tout à fait judicieux d'engager une démarche 100% distance, on pourrait baptiser télévente. Oui, Benoît ? Je rajouterais même que on peut pousser la réflexion à un cran plus loin par rapport à ces offres, c'est-à-dire que dans la période dans laquelle on est, c'est très compliqué pour une entreprise d'avoir beaucoup de visibilité. Ça veut dire que c'est très compliqué pour elle de mobiliser des gros budgets et donc si on veut concrètement rentrer du chiffre le plus rapidement et arriver à rentrer dans les entreprises, il faut être capable de modifier ses offres, travailler ses offres pour peut-être avoir des offres pied dans la porte qu'on n'avait peut-être pas avant. Et donc de la même manière, être capable de commencer par rentrer de manière beaucoup plus simple parce que forcément, si on vend une offre pied dans la porte, le processus de vente est beaucoup moins compliqué, la décision elle est beaucoup moins engageante, ça permet de commencer à bosser ensemble, ça permet de commencer à se connaître. Et donc, de la même manière qu'un processus de vente comme Fabien l'a présenté, on est capable de développer beaucoup plus le besoin, de créer beaucoup plus de confiance et finalement d'aller trouver les leviers qui vont faire que ça va faire sens d'aller engager un très gros budget
même dans cette période où les trésoreries sont tendues, même dans cette période où les visibilités sont très compliquées à avoir. Donc on peut même pousser le bouchon encore plus loin. Et cette revisite du processus de vente, à mon sens, doit même être accompagnée d'une revisite du séquençage des offres ou de comment est-ce qu'en fait on se retrouve à travailler avec un client, la succession des offres, la pyramide des offres qu'on va avoir avec eux. Et la réflexion, à mon sens, doit être poussée jusque-là, sur le contexte actuel. Ok, alors Benoît, on va poursuivre avec toi sur la manière dont tu as pu, toi, accompagner tes clients avec effectivement ton savoir-faire. Je pense, si on en a parlé sur d'autres conférences, des outils particuliers, un état d'esprit. Je connais ton d'état d'esprit et cette promotion de tout ce qui est disruptif. Je crois que tu nous expliques. Ça peut être aussi simplement notre capacité à apporter des différences, se différencier. Enfin, la vente, c'est évidemment vendre des différences, donc c'est important. Et puis pour toi, quelles sont fondamentalement les qualités attendues et la manière de développer ces qualités dans les entreprises? Oui, alors déjà, si on parle des outils en soi, euh, le Covid ou la situation, la crise, etc., n'a rien changé fondamentalement à propos des outils. C'est-à-dire que dans les principaux outils, qu'aujourd'hui on pourrait appeler novateurs, il y a LinkedIn, il y a la visioconférence, mais la visioconférence ne date pas d'hier, elle datait déjà de bien avant. LinkedIn, de la même manière, ça existe depuis des années. Ce qui est différent, c'est l'usage. Et forcément, quand on ne peut pas joindre certains interlocuteurs parce qu'ils ne sont pas au boulot et que si on veut les appeler, qu'on appelle le standard, je ne sais pas quoi, en fait, ils ne sont pas là, ils sont chez eux en télétravail. Bah, ça implique forcément d'utiliser des outils qui vont faire qu'on va pouvoir quand même les toucher. LinkedIn en est notamment un parce que fait partie un peu des outils qu'on pourrait dire à cheval entre la partie pro, la partie personnelle. Et donc c'est pas idiot d'imaginer que même un décideur à 21h30 soit en train de regarder sur son application LinkedIn sur son smartphone s'il n'a pas reçu un message ou ce genre de choses. Et combien j'ai d'exemples comme ça de personnes qui ont une réponse d'un décideur un dimanche soir à 20h30 pour un rendez-vous, je sais pas, le lundi ou le lendemain à 14h, quelque chose comme ça. Donc il y a cette logique-là sur laquelle ça a été compliqué pour beaucoup de commerciaux, c'est que dans leurs nouvelles habitudes, ils doivent intégrer de nouveaux outils. Et ça en fait notamment partie, qui sont de l'ordre des nouveaux canaux de communication. Forcément, s'il y a des nouveaux outils, des nouvelles technologies, ça implique aussi, et là je rejoins ce que expliquait Fabien, ça implique en fait de changer le processus. C'est-à-dire que les étapes par lesquelles on va passer pour passer de le prospect ne nous connaît strictement pas du tout à il signe une affaire et décide de travailler avec nous, il va être modifié par le fait qu'on ne va pas communiquer de la même manière. Et il y a des choses assez surprenantes qu'on peut observer. Ça peut arriver où peut-être beaucoup de commerciaux ont été frustrés à certains moments que voilà, le prospect ne répond pas, on a beau essayer de l'appeler, on a beau essayer de lui envoyer des emails, il ne répond pas. Et j'ai plusieurs exemples de clients en tête comme ça qui, parce qu'ils avaient la personne en contact sur LinkedIn, ils font des publications régulièrement et le prospect lit la dernière publication que le commercial ou l'entrepreneur a fait. Et suite à ça, reprend contact avec cette personne, lui dit « Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous répondre, machin, j'ai vu votre post et c'est vrai que je me suis souvenu qu'il fallait qu'on avance sur ça. Est-ce qu'on peut se voir, machin, demain, 8h, je sais pas. » Enfin, se voir virtuellement ou par téléphone. Et ça amène à une conception aussi un peu non linéaire du processus de vente qui est que on communique par différents canaux et c'est pas étape 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un peu différents canaux qui avancent en même temps, qui vont faire qu'on va avancer au global, mais c'est plus cette logique aussi séquentielle qu'elle pouvait être précédemment, qu'on pouvait avoir. Ça, je pense, c'est un point important à avoir à l'esprit. Je sais pas, Fabien, tu voulais dire? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Ça amène, comme on a un petit peu de temps, je pense que c'est intéressant de développer ces éléments-là. C'est dans les outils, les technologies et le sujet de LinkedIn en B2B la plupart du temps pour les commerciaux. Revient le sujet du marketing. Alors, c'est pas pour relier forcément avec la conférence de tout à l'heure, mais effectivement, on a bien un marketing qui est en parallèle du commercial et pas un marketing qui est avant et qui fournit du lead à des commerciaux qui doivent s'en occuper. Ce temps-là, on l'a vu dans cette période, par les outils, par le contenu, par les interactions qu'un commercial va avoir. S'il a un marketing soutien qui fournit des éléments ou qui automatise des parties de ce process, alors le commercial a du temps, gagne du temps
pour des bouts de processus sur lesquels il peut avoir plus d'attention auprès de son client. Donc dans les outils, les technologies en retour d'expérience, ce qu'on voit aussi, c'est les entreprises qui ont réussi à être beaucoup plus complices avec leur marketing et qui ont réussi à définir ensemble, non pas toi tu es responsable du début et moi je suis responsable de la suite, mais comment est-ce qu'on a, comme tu le disais, des canaux et qui sont gérés parfois par le commercial, parfois par quelqu'un en marketing, parce que ce sera plus efficace. Donc c'est vraiment, moi je l'ai observé chez des clients, les logiques beaucoup plus de binômes ou d'équipes qui sont activées. Il y a cette logique-là, et après, il y a aussi une autre logique, c'est que finalement, dans l'état d'esprit peut-être disruptif, c'est que les commerciaux soit se sont aperçus, soit se sont rendus compte en étant un petit peu peut-être contraints, qu'ils devaient prendre certains sujets que jusque-là, ils considéraient peut-être pas forcément dans leurs attributions, dans leurs fiches de poste. Un exemple assez simple et qui pourtant a des bénéfices phénoménaux, c'est d'être capable de rédiger, un exemple très très simple, vraiment sur LinkedIn, c'est que le commercial se mette à rédiger des publications. Peut-être tourne une vidéo au dépoté, il sort de chez un client, il tourne une vidéo et il la poste sur LinkedIn. Et cette réactivité, ce lien plus proche est fondamental dans cette période dans laquelle tous autant qu'on était, on était terrorisés par ce qui était en train de se passer, on était en perte de repères, on avait cette mode effectivement des appels de courtoisie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait une nécessité à créer beaucoup plus de liens. Et créer plus de liens, ça vient aussi de créer plus de spontanéité dans la manière dont on fait. Et quelque chose qui est un peu trop rigide, qui est un peu trop séquencé, un peu trop processé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étape, mais du coup n'est plus vraiment aussi agile, n'est plus vraiment aussi réactif, n'est plus vraiment capable de créer ce lien, cette connexion avec les prospects, avec les clients. Et donc ça c'est dans les éléments qui ont un peu chamboulé pas mal les habitudes. Et le retour que je peux faire, c'est que ceux qui se mettent à publier, qui commencent à avoir des retours, qui commencent à avoir des commentaires, qui commencent à engager des conversations, s'aperçoivent et se disent, en fait, j'aime bien faire ça. J'aime bien partager ce qui m'est arrivé, ce que j'ai ressenti sur tel truc. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Et ça crée des choses, ça fait des déclics chez les commerciaux qu'ils n'avaient pas imaginé jusque-là. Je ne pensais pas que c'était possible de... une des choses qui était assez marrante, c'est sur ces appels de courtoisie, finalement, il y a beaucoup de commerciaux qui disaient c'est assez bizarre, en fait, on a parlé pendant 10 minutes de tout, de rien, de comment est-ce qu'il vit le confinement, comment est-ce qu'il gère avec ses enfants qui n'ont pas école, il y a ma femme qui s'occupe des gosses le matin, après moi je m'occupe l'après-midi, et qui se retrouvent à avoir ce genre de conversation avec les prospects, qu'ils aillent sur des territoires conversationnels qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller, des conversations plus peut-être personnelles, plus intimistes. Et ce lien, je pense qu'il faut garder cette même logique, il faut garder ce qu'on a pu explorer, que finalement on se dit, c'est pas mal quand même. Excuse-moi, je vais juste revenir là-dessus. C'est le monde d'après au niveau commercial. C'est effectivement les échanges qu'ils ont eus, qui étaient parfois avec en arrière de visio la buanderie de leurs clients. Ça laisse des marques. On a passé cette période de relations professionnelles qui était quand même un peu plus débridée. Et effectivement, tu as raison, ça devrait, si on sait conserver ça, au-delà des technologies, ça va créer ça peut permettre de conserver un lien pour les commerciaux qui est vraiment très fort avec leurs clients et même des prospects avec qui ils ont développé noué ces relations à ce moment-là. Autre idée pour prolonger aussi ce que vous avez déjà dit. Alors on va parler un petit peu de la performance commerciale. En temps de crise, je crois que c'est Fabien que tu le disais tout à l'heure, en temps de crise, c'est extrêmement important. La performance commerciale, l'excellence commerciale est capitale. Autant quand tout va bien, quand le marché vous porte, si vous êtes, j'allais dire, moyen, vous vous laissez porter tranquillement vers le marché, tout va bien. Dans des périodes un peu tendues, comme nous connaissons, là, il y a une prime à l'excellence, il y a une prime au professionnalisme commercial. Et effectivement, Fabien a raison, tous commercial. Moi, j'ai pas mal d'entreprises qui ont des commerciaux qui font tout ce qu'il faut pour satisfaire les clients et qui sont massacrés parce qu'il y a un SAV, une ADV qui n'est pas à la hauteur et ça part en vrille. Donc oui, tout le monde est commercial dans l'entreprise, ça c'est important. Et donc la performance commerciale,
Je vais essayer de résumer ce que je mets, parce que là c'est des mots, mais ce qu'on met derrière la performance commerciale. Ça fait 25 ans, Fabien aussi, que nous accompagnons les entreprises. Et quand on regarde bien les entreprises commerciales performantes ou les commerciaux performants, eh bien, je vois à chaque fois 5 éléments importants dans l'excellence commerciale et qui sont souvent autant d'axes d'amélioration, évidemment, dans les entreprises. Évidemment, les commerciaux performants, premier point, sont des gens qui maîtrisent bien leur environnement. Premier point. Dans leur environnement, j'y mets bien sûr les produits. Bien sûr, je maîtrise bien les clients et leurs attentes. Je maîtrise bien les prospects et les démarches de prospection. Mais je connais bien aussi le marché, l'évolution du marché, les tendances, éventuellement aidées par le marketing. Et je sais aussi extraire quels sont finalement mes atouts. Qu'est-ce que j'ai de plus, de différent de mes confrères? Donc ça, c'est le premier point. Et là, il faut être... Bon, moi qui ai fait du rugby, on parle beaucoup de fondamentaux. Rappeler un petit peu les fondamentaux. Ça, c'en est un. Deuxième point important, ce sont les techniques de vente, les étapes de la vente, le plan de vente, que l'on peut dérouler d'ailleurs en face à face, mais que l'on peut dérouler. On a beaucoup accompagné évidemment nos clients, enfin, et certains les accompagnent totalement dans cette relation commerciale à distance. Mais relation commerciale à distance vis-à-vis des clients ou des prospects, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on prend l'entretien dans n'importe quel sens. Il y a une logique qu'il faut intégrer à la fois de structuration de l'entretien de vente de façon très logique. En n'oubliant pas, et Benoît a raison, néanmoins, le côté émotionnel, la personnalité des commerciaux qui doit aussi s'exprimer au travers d'un plan de vente. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, technique de vente. Évidemment, troisième gros point, la performance commerciale, c'est, et encore plus aujourd'hui, l'organisation et la gestion du temps pour les commerciaux. Alors, il y avait une bonne illustration de Fabien. On est sur ce sujet, c'est un sujet extrêmement important. Beaucoup de commerciaux ont beaucoup de choses à faire. Et donc, si on peut mieux organiser la fonction commerciale, l'organisation commerciale, nous sommes chez un éditeur de CRM, donc évidemment, il y a besoin d'un CRM, il y a besoin d'outils en amont, on en a parlé dans ces différentes conférences, pour guider la prospection. On a besoin de commerciaux qui soient sensibles aussi à leur gestion du temps. Ça, c'est un élément important. On perde un minimum de temps et qu'on optimise. Je veux juste réagir là-dessus, Yann. Le sujet de l'organisation et du temps, quand on est au téléphone et en visio et qu'on a des séquences plus courtes, c'est plus difficile que quand on prenait sa voiture le matin et qu'on allait faire 3 à 4 visites. Où finalement, on avait une gestion de tournée. Là, on a des séquences dans la journée entre le LinkedIn pour travailler sa présence numérique, ses appels téléphoniques qui sont parfois très courts, parfois de 15-20 minutes, les visios. En réalité, ce point-là, tu as raison, il devient encore plus important aujourd'hui. On optimise son temps. Donc ça, on va remercier, je ne sais pas si on va remercier le Covid, mais en tout cas, on va remercier cette situation, nous amener là-dessus. Quatrième point important, évidemment, la performance commerciale. On est dans l'humain, donc c'est les commerciaux eux-mêmes, les qualités personnelles qu'ont les commerciaux. Et on l'a vu, il y a des qualités particulières qu'il faut aujourd'hui avoir. Bien sûr, d'adaptabilité, de maîtrise aussi des outils nouveaux, on pourrait dire, ou pas nouveaux. Le mental et l'état d'esprit, généralement, c'est souvent les commerciaux, mais il faut le travailler. Très important, alors nous, on travaille évidemment beaucoup sur le sujet, l'envie de progresser. Ça, c'est extrêmement important. Alors évidemment, c'est un peu notre métier, nous, en tant que formateurs, depuis 25 ans, c'est de stimuler l'envie de progresser. On fait un métier commercial où on n'a jamais fini d'apprendre. Ça, il faut le marteler. Et il faut aider les commerciaux à progresser. Ça, c'est le rôle des managers. On peut s'auto-stimuler, mais c'est pour ça notamment qu'il y a quand même des managers pour nous aider à y voir clair et à nous faire progresser. Il y a des entreprises qui sont des entreprises voilà, où on apprend, où on progresse. Je regrette, mais je pense que Fabien et Benoît doivent être de mon avis, qu'on constate quand même que si nos commerciaux étaient des joueurs, vous voyez, les Mbappé, Neymar s'entraînent tous les jours, eh bien, on constate dans ce métier commercial que les commerciaux s'entraînent peu
Alors, ils s'entraînent pas tous les jours. On a l'impression que parfois les commerciaux ils font des matchs tous les jours, ça oui. Mais par contre, l'entraînement, c'est. Moi, je vois encore des entreprises où on forme les commerciaux tous les 10 ans ou 15 ans. Ce qui est assez incroyable, quoi, mais bon, ça on prêche un peu pour notre paroisse, mais tant pis. Donc, euh, des qualités aussi de positionnement, c'est important de se positionner, d'être pilote, d'être acteur et non pas spectateur et inactif. Ça, c'est des qualités personnelles. Bon, et il y en a tant parce que si on commence à lister toutes les qualités des commerciaux, on va lister toutes les qualités humaines. Ce métier est extrêmement riche et exigeant. Et dernier point, c'est le point du management. Je voulais un petit peu insister là-dessus. Un management de proximité, proche des commerciaux, qui soit à la fois exemplaire. Hein, on voit parfois des directions commerciales, moi j'en rencontre qui vont sur le terrain une fois par an. Je me dis, waouh, ça va être compliqué, quoi. Là, et surtout dans ces périodes-là, on a besoin de gens qui sont proches des collaborateurs, proches du terrain, proches des clients, de leurs préoccupations, et qui sachent, j'ai l'habitude de résumer le management comme un couple entre générosité et exigence. J'apporte à mes commerciaux, je les fais grandir, je suis là pour leur montrer aussi sur le terrain, hein, et puis je peux aussi, bien sûr, exiger d'eux. Donc c'est un subtil dosage à la fois de générosité et d'exigence. Attention de ne pas être dans le déséquilibre, parce que là, ça marche beaucoup moins bien. Si je ne suis que généreux et que je ne contrôle pas, là, ça peut partir. Mais si je ne suis qu'exigeant et que je n'apporte rien, je donne rien, ça va être un petit peu compliqué aussi pour nos amis managers commerciaux. Ouais, je veux juste réagir sur le sujet du management. Lorsque l'entreprise a réussi à développer une logique du feedback, tu parlais d'accompagnement terrain. Aujourd'hui, ce qui est puissant, c'est qu'on va avoir un processus avec une présence sur LinkedIn, donc qui est très facile à voir et à manager et donc à coacher. Et pour aider à l'amélioration, on va avoir des appels téléphoniques qui peuvent être débriefés et des visios qui peuvent être même enregistrés et qui peuvent être coachés. Donc en gros, le numérique, la digitalisation amène pour les managers qui veulent se positionner en coach des outils qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant et sur lesquels, si c'est bien fait et que c'est fait de manière constructive, les commerciaux peuvent progresser hyper vite. Quoi de mieux qu'un audio d'une conversation avec un client ou un prospect pour s'appuyer sur des éléments factuels pour débriefer et progresser sur tous les aspects que tu as évoqués en termes de compétences et de talent dans les performances commerciales. Et ces nouveaux outils, ces nouveaux canaux peuvent vraiment donner cette puissance au manager dans son rôle de coach. Je rebondirais d'ailleurs là-dessus. Une des très grandes difficultés quand on est manager commercial, c'est d'arriver à distinguer entre le feedback que va nous faire le commercial de ce qui s'est passé durant le rendez-vous et de ce qui s'est réellement passé durant le rendez-vous. Est-ce que tu penses que ça s'est bien passé? Oh oui, super rendez-vous, l'affaire est dans la poche, etc. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, il m'a dit ça, etc. Quand on a l'audio, qu'on a la visioconférence, on sait précisément ce qu'il a dit. Et ça permet sur cette dernière notion que tu as écrit, l'empathie, est-ce que le commercial, il est vraiment capable, est-ce qu'il a vraiment saisi la position du client? Est-ce qu'il a vraiment compris qu'est-ce qu'il y avait dans la tête du prospect? Comment est-ce qu'il fonctionnait? Et est-ce qu'il a une bonne évaluation de ça a une chance de signer, ça n'a pas une chance de signer? Est-ce qu'il y a les signaux d'achat? Est-ce qu'il n'y a pas les signaux d'achat? Et ces éléments-là permettent très rapidement de faire prendre conscience au commercial, non, tu vois, là, il y a un décalage, ou là, il y a un écart de perception par rapport à ce qui s'est réellement passé. La prochaine fois, tu vois, tu pourrais poser telle question, telle question, telle question, et ça te permettrait de combler ce gap. Et donc, ça permet effectivement d'avoir des progressions des commerciaux qui est beaucoup plus rapide et de faire sortir peut-être aussi certains commerciaux qui sont un peu trop dans l'excuse où tout va bien, il n'y a pas de problème, je fais bien mon boulot, ou de toute façon, on ne peut pas faire différemment, on ne peut pas faire mieux, j'ai fait mon maximum, etc. Ça permet de les faire sortir de ça et les amener à voir les marges de progression et donc les amener, bien évidemment, dans une démarche bienveillante, à progresser, à s'améliorer. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est le très très gros avantage, de la même manière qu'on peut avoir sur les suivis d'appels, les durées d'appels, ce genre de choses, sachant qu'on parlait des comportements. Un des très gros travers des commerciaux, notamment quand ils n'ont pas beaucoup d'affaires, c'est de parler trop avec des gens dont ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas signer. Parce qu'au moins, comme ça, ils font quelque chose. Et ça rassure. voilà, c'est ça. Et quand on suit les durées d'appel et qu'on voit les durées d'appel, je sais pas, en prospection, en prise de rendez-vous et qu'on a des appels qui durent une demi-heure, là, il y a un problème, clairement. Une prise de rendez-vous, ça ne doit pas prendre une demi-heure.
Donc c'est très facile en fait de corriger, d'avoir la data, d'avoir les chiffres va automatiquement conditionner ou améliorer certains comportements ou auto-réguler certains comportements des commerciaux dont on sait qu'ils sont contre-performants. Et ça, je pense que c'est vraiment un super point. Et en tant que manager commercial, d'avoir plus de data comme ça, plus de chiffres de la réalité terrain, à la fois qualitative, à la fois quantitative, ça aide beaucoup pour s'améliorer et pour arriver à donner le maximum, à faire donner le maximum de son équipe. Bien, merci Benoît. Je me tourne vers Maxime, qui a peut-être des questions. Sinon, on poursuit encore pendant une petite heure. Hein. Vas-y, non, je plaisante. En effet, on a une question d'Hélène, je pense qu'il doit s'adresser à Fabien, suite à la revisite du process, notamment avec le concept qui venait des États-Unis. Elle demande comment ont réagi les commerciaux suite au changement d'organisation. Comme les commerciaux sont en général plutôt orientés vers la vente parce qu'ils aiment la relation humaine, comment ils ont réagi à ce changement de process? Alors, comme toute conduite du changement, il va y avoir 3 catégories. Les favorables qui disent bah ouais, les neutres qui disent pourquoi pas, et puis les opposants qui vont dire non mais moi ce qui est important pour moi c'est le relationnel. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, comme on a vécu le changement en interne, on peut en parler. Je vais citer Blaise de Préville qui est un de nos business développeurs. Prendre mon scooter pour visiter Paris, c'était sympa. Signer, c'est mieux. Donc, quand on augmente et quand on multiplie par 3 ou 4 son nombre de rendez-vous, qu'on augmente ses signatures, qu'on augmente son chiffre, et qu'en plus, on est dans un phénomène d'émulation sur un plateau, il y a des côtés très positifs qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Donc, de fait, c'est une conduite du changement, il y a des étapes. Il faut former, il faut accompagner, il faut que le manager aide là-dessus. N'hésitez pas à compléter après moi, hein, mais pour moi, pour répondre à cette question, je dirais faut le faire comme une conduite du changement. Donc il y a des étapes, il faut modifier les scripts, modifier l'organisation, et y aller étape par étape et que ce ne soit pas violent. Pour moi, on l'a vu sur les formations visio-training qui ont été animées sur juillet, on a commencé à toucher le sujet des outils, le téléphone, la visio. Le sujet du processus a commencé à être abordé avec les managers, et on sait qu'ils vont commencer à expérimenter, qu'ils vont avoir des retours. Puis dès qu'il y a des succès et qu'on voit que ça augmente les ratios et de rendez-vous et d'opportunités, c'est marrant, mais là, il n'y a plus tellement besoin de convaincre. Mais ça prend un peu de temps. Il y a aussi, pour répondre aussi à la question, fondamentalement, il y a évidemment des commerciaux qui ont éventuellement accepté de faire un peu de relations commerciales à distance et qui se sont empressés, parfois ça a été un petit peu freiné, mais de retourner sur le terrain. Il y a évidemment un certain nombre de business où les rendez-vous se font quasi normalement. Il y a des rendez-vous grands comptes qui sont plus compliqués pour ceux qui sont dans des démarches grands comptes. Je ne parle même pas de ceux qui ont des démarches export. Alors là c'est carrément très compliqué. Mais il y a aussi, c'est aussi le cas de ce qu'aurait pu dire Fabien, il y a des profils de vendeurs qui sont tout à fait à l'aise et qu'on peut accompagner et qui seront à l'aise dans cette relation commerciale à distance, qui seront d'excellents commerciaux ou télévendeurs ou téléprospecteurs ou télémarketeurs. Mais il y a aussi toute une population commerciale qui effectivement adore le terrain, et celle-là, ça va être très très compliqué de la passer à 100% en distanciel. Il peut y avoir des mix entre effectivement un petit peu plus de présentiel, mais néanmoins 2 jours, 3 jours de terrain. Donc ça, on commence à voir apparaître des modèles comme ça un petit peu mix dans les entreprises, mais des modèles 100% business à distance. Il faut que le business s'y prête et il faut que les commerciaux soient bien en phase et très à l'aise, peut-être à recruter. C'est peut-être plus simple, recruter, former. Je vous parlais de mon expérience chez Vector Plus. On a évidemment, mais c'était il y a déjà plus de 15 ans, forcément pris des gens qui sortaient de l'école. On les a formés dans cette relation commerciale à distance, pendant 6 mois d'ailleurs, pour la petite histoire. Donc ça ne se fait pas non plus en quelques heures. Hein. Je vais laisser juste Benoît, juste un point qui est hyper important pour moi. C'est que le référentiel qu'a indiqué Yann pose une question. Alors, on ne va pas lancer un débat à la fin, mais le modèle qu'il y avait il y a 10 ans sur le téléprospecteur, la télévente, donne une image négative de la vente à distance. Et donc, nous, ce sont à part entière des business développeurs qui ont les compétences, ils pourraient largement le faire sur le terrain, et ils vont développer des compétences au téléphone et en visio, multiplier
multicanal sur LinkedIn et sur tous les moyens pour sortir de effectivement ce qu'on a vécu sur ces plateaux. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est un choix assumé de le faire à distance alors qu'on pourrait le faire sur le terrain. Mais ils ont des compétences au moins aussi élevées que ceux qui pourraient le faire sur le terrain. Je veux juste donner ce point-là, mais on pourrait en débattre. Ouais. Mais voilà, Non, je vais laisser Benoît. Après sur cette partie-là, sur la partie. Moi, typiquement, de mon côté, toutes les équipes sont en télétravail à domicile. J'ai pas de bureau effectif. Donc, mais dans le recrutement, ça fait partie des conditions qui sont exprimées. Et effectivement, dans les candidats avec qui je discute, ah ouais, mais on va jamais voir le client et tout. Ah, mais non, moi, ça me va pas m'aller. Donc, il y a effectivement des profils, je rejoins Yann là-dessus, il y a effectivement des profils qui veulent absolument rencontrer les gens. Et dans ces cas-là, effectivement, ça va poser un petit souci. Maintenant, il y a des éléments de compensation qu'on peut mettre en place. Typiquement, c'est travailler la relation commerciale d'une manière différente. Pour signer la première affaire, pour signer le premier prospect, pour signer la première fois le client, on n'a pas nécessairement besoin de le rencontrer physiquement dans énormément de secteurs d'activité. Ça n'empêche pas de faire des portes ouvertes, ça n'empêche pas de faire des forums, comme il y avait le forum d'IMO, ça n'empêche pas d'organiser des événements physiques où on va rassembler tout un tas de clients, ça n'empêche pas de faire des grands séminaires, ça n'empêche pas de faire ces choses-là qui créent du lien physique, mais dans une autre manière ou dans une autre modalité. Après, là où je rejoins à 100% Fabien, c'est simple. Les commerciaux adoptent un changement, un nouveau comportement, si ça leur permet de rentrer plus d'affaires. Et donc, la question fondamentale, que ce soit pour mettre les vendeurs à un nouveau processus de vente, leur faire adopter une nouvelle technique, leur faire adopter une nouvelle méthode de vente, les faire adopter le téléphone, peu importe ce qu'il faut leur faire adopter, peu importe le changement dans leur manière de faire, Mettre en place dans la technique, mettre en place un CRM, peu importe en fait le sujet, à partir du moment où ça leur permet de rentrer plus de business, ça va se faire. Et donc, il faut juste avoir la démonstration que ça rapporte plus de business. Généralement, on va le faire avec les meilleurs vendeurs. Les meilleurs vendeurs, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, c'est ceux qui sont le plus à l'écoute de ce qui leur permettrait d'être plus performants. Et donc, ces gens-là vont pouvoir tirer toute l'équipe, leur montrer, en fait, juste, je viens de rentrer 3 fois plus de business que la semaine dernière. Ah ouais, t'as fait comment? Ok, bon. Et après, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions sur adopter de nouveaux comportements. Maxime? Oui, on a encore questions quelques questions. Oui, Ouais. Une question de Vincent qui demande comment fait-on pour avoir la bonne attitude et le bon mental en rendez-vous pour repartir d'attaque d'un point de vue commercial. Ah. Alors moi, je vais proposer. La question est assez complexe en réalité. Comment adopter la bonne attitude? Tout démarre par l'état d'esprit, comme le dit Yann. Avec le sujet des croyances, on va faire 2 catégories, les croyances qui sont porteuses, qui donnent la niaque, et les croyances limitantes. Qu'est-ce qui génère ces croyances? C'est notre façon de voir le futur résultat. Donc, les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont la certitude que ce qu'ils vendent, que ce qu'ils offrent est absolument utile. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire du prosélytisme, ils vont être tellement convaincus qu'ils vont naviguer avec la visio, avec le téléphone, mais ils vont naviguer pour convaincre. Et on va devoir presque même les retenir pour pas qu'ils aillent vendre à ceux qu'on n'a pas choisis. Donc j'exagère, mais ce qu'on voit bien ici, c'est que le sujet de l'attitude, c'est d'abord sur le sujet de la certitude. Je suis certain que ça apportera de la valeur. Et ça vient de l'entreprise, puis après du moteur qu'ils vont avoir. Et pour finir là-dessus, puis pour laisser la parole sur le sujet, parce qu'on pourrait vraiment développer, mais c'est le sujet du coup d'un cercle vertueux et pas d'un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cette croyance qui me porte, je crois à mon potentiel, j'agis pour cela et j'ai des résultats. Si je commence à avoir une croyance limitante, alors je suis moyen en termes de vision de mon potentiel, j'ai des résultats, des actions qui sont moyennes et j'ai des résultats moyens, le cercle vicieux. Donc tout démarre par la croyance de départ. Et c'est juste lié aussi à ce que je disais en termes de positionnement, c'est un petit peu l'illustration de ce que dit Fabien. Je suis intimement persuadé, moi, commercial, que j'ai autant intérêt à faire cette affaire que le client à travailler avec moi. Je suis persuadé, je suis dans l'équilibre. S'il y a un déséquilibre, je mets le client sur un piédestal, alors effectivement, je vais me retrouver dans mes petits souliers. Ou l'inverse, on a aussi parfois de l'arrogance commerciale où les commerciaux se mettent sur un piédestal et pensent que le client a tout intérêt à travailler. Donc c'est dans une relation d'abord équilibrée. Bon, petit clin d'œil aussi, mais là, un petit peu de pub pour la délégation de la Ligue des optimistes que je représente sur Rhône-Alpes. Je conseille aussi toute une série de lectures. Il y a des newsletters, il y a une Ligue des optimistes. Donc
c'est aussi fondamental aussi, hein, d'avoir effectivement un mental, un moral de gagnant, de gagneur, d'avoir une vision positive de l'avenir. Et c'est ça qui est extrêmement important, surtout dans des périodes de crise comme celle-là. Surtout. Je finirai assez rapidement sur ce sujet qui est un vrai sujet de fond, où on pourrait parler pendant des heures. La lecture que j'ai sur ce sujet, c'est comment le commercial se voit lui-même. Je vais même aller au-delà de est-ce qu'il est convaincu que son produit ou service il est utile, c'est comment lui il se voit. Est-ce qu'il se voit en train d'être en train de refourguer quelque chose il n'est pas super aligné par rapport à ça, il a un peu l'impression, le mot est fort, mais de se prostituer quand il prospecte, d'essayer d'arracher quelque chose, d'essayer de contraindre. En fait, tout ce qui va engendrer ce que l'on déteste chez les commerciaux, qui en réalité n'est pas simplement juste des comportements, mais qui viennent au départ d'une manière dont le commercial voit son métier. S'il a les dents qui raillent le parquet et que pour lui, signer une affaire, en fait, c'est verrouiller le client, c'est le coincer et finalement avoir le dessus sur lui, etc. Et quitte à raconter des bêtises. Quitte à raconter des bêtises, choses en fait. intenables. Tous ces éléments-là, c'est au niveau des croyances, c'est au niveau de son attitude. Et c'est une attitude aujourd'hui qui est non seulement qui n'est pas vraiment bienvenue, mais qui est en plus assez détestable. Mais d'autant plus dans la période dans laquelle les entreprises sont assez tendues, stressées financièrement, ce genre de choses, et suspicieuses vis-à-vis des commerciaux, vis-à-vis de cette défiance que l'on a. Eh ben, avoir la bonne attitude, c'est déjà avoir une bonne image de soi-même et avoir une image de mon objectif est d'apporter de la valeur à la personne d'en face. Et que je me vois aussi comme quelqu'un dont mon rôle est de faire en sorte que mon client prenne ses responsabilités par rapport à ses problèmes et qu'il décide d'agir dessus. Mais que s'il ne veut pas agir dessus, si pour lui les problèmes ne sont pas si importants que ça, ben que c'est pas mon rôle de le forcer et d'essayer de lui arracher le fait. Mais si, en fait, c'est super important pour vous. Parce que ça va forcément entrer en conflit en termes de croyances et de valeurs dans la tête du commercial et à un moment donné, ça va le dégoûter du métier. Maxime, peut-être d'autres questions? Il reste encore 2 questions. Oui, une question de Carole qui demande: connaissez-vous l'appreciative inquiry pour donner de l'impulsion positive au sein des équipes? Est-ce que le concept d'appreciative inquiry Ça me parle pas. vous parle? Le plus anglo-saxon d'entre nous, c'est forcément Fabien. Alors, si Fabien le sait pas, on ne peut pas. Alors, juste petit bémol, moi qui étais aussi picousé, j'allais dire, par des techniques de vente version anglo-saxonne, PSS, chez nos amis de Canon ou Rank Xerox. Petite attention quand même. On rappelle quand même que nous ne sommes pas... On peut s'en inspirer. Après, il faut faire un travail souvent d'adaptation. Nous sommes en France avec des populations et des commerciaux français, avec une culture particulière. Et c'est pas toujours facile. On le voit pour les commerciaux, on le voit pour le management, de transférer ce qui marche très très bien aux États-Unis ou ailleurs. Il faut parfois être surveillé effectivement et adapté. Je vais juste commenter l'appreciative inquiry. Pour moi, c'est des méthodes sur la communication qui peuvent être appliquées dans tout domaine relationnel, que ce soit le management ou que ce soit dans la relation commerciale. En français et dans un domaine sur lequel il y a beaucoup de littérature, on peut partir sur la communication non violente, qui est tout à fait applicable dans tout domaine, dans nos foyers et dans nos relations professionnelles. Moi, ce que je retiendrai derrière et qui est clé, et je pense qu'on l'a partagé, c'est le rôle du manager dans un rôle de manager coach. Combien de temps le manager commercial passe à être sur du coaching plutôt qu'à être sur du pilotage et du suivi? Je pense que ça fera une bonne conclusion. Le sujet, c'est du coup, effectivement, est-ce qu'il est en appreciative inquiry pour que la personne prenne conscience et progresse dans sa pratique. Maxime? Juste une dernière question d'Hélène. L'utilisation des data des RDV des commerciaux ont-elles été perçues par les commerciaux justement comme du flicage? C'était une question de pédagogie, c'est toujours pareil. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que est-ce que ça permet au commercial d'être plus performant? Si c'est juste en fait pour surveiller ce qu'il fait, ça va être mal perçu. Si en fait il voit très vite l'intérêt de... En fait, ça va me permettre de signer plus d'affaires. Et au contraire, je veux du feedback. Et moi, je vois ça sur mes équipes. Je veux du feedback. Tiens, j'ai eu tel appel, il s'est passé ça, comment j'aurais dû faire et tout. Alors là, c'est bon. En termes d'adoption, il n'y a pas de problème. Toujours pareil, en fait. C'est est-ce que ça lui apporte de la valeur à lui? Quel est son intérêt à lui, au commercial? Si on démontre ça, il n'y a pas de souci. Ce que je veux juste commenter là-dessus, c'est qu'on parle concrètement de nombre d'appels aboutis, nombre de rendez-vous obtenus.
À partir du moment où on regarde ça, on peut juger sur la qualité de la data qui a été fournie au commercial, sur la qualité de son discours, et pas seulement sur du quantitatif. Donc quand le commercial, effectivement, voit, ça permet de débriefer et de faire des apports, du soutien, du coaching sur des aspects de ce petit process, clairement, il donne les chiffres. Donc ça lui permet de débriefer aussi sur la data qu'il avait pour appeler, en nombre de lignes d'appel, en nombre de fiches, en qualité des fiches, puis sur le taux de transformation, en nombre d'appels aboutis rendez-vous, là on va pouvoir travailler son script. Donc au-delà du chiffre, ce que disait Benoît, c'est on a des éléments qui vont permettre d'être travaillés et sur lesquels il a des gains pour lui. Voilà, écoutez, alors merci. On pourra, alors je pense qu'évidemment il y a plein de questions. On est évidemment tous les trois à votre disposition pour prolonger. N'hésitez pas, si vous voulez évidemment prolonger avec nous, on sera évidemment ravis pour parler et de continuer à parler de performance commerciale, de relations clients et de la manière d'aider les commerciaux à performer. Je voudrais évidemment vous remercier pour tous ceux qui ont assisté peut-être à l'une ou à toutes les conférences. Quand nous avons, juste petit message, et je vais laisser Hervé aussi conclure, quand nous avons début juin avec Guillaume Mullier, donc le patron de Dimo Software, imaginé ces journées de rebond commercial, évidemment nous les avions rêvées, idéalisées en physique. Évidemment, vous savez ce qu'il en est. Il est tout à fait possible que nous repensions cet événement comme initialement prévu en physique, à la fois à Lyon, mais dans différentes villes de France. Je pense que ça se passera sans doute en 2021, puisqu'on ne va peut-être pas prendre de risque d'avancer sur des événements physiques sur cette année 2020. Mais il est tout à fait possible, évidemment, on vous tiendra au courant, de la suite physique dans les principales villes de France. Voilà, merci en tout cas aux intervenants, merci à l'équipe technique, merci bien sûr à Dimo Software qui nous a reçus gentiment. Bien sûr, on vous enverra suite à, mais je pense qu'Hervé va en parler, un certain nombre de supports, de docs et d'informations complémentaires sur l'ensemble des conférences qui ont eu lieu aujourd'hui. Et puis je laisse peut-être Hervé le mot de la fin. Oui, en effet, merci à tous les trois pour votre intervention. On accueille Hervé Guillot qui va conclure cette journée. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, bravo. Alors je me place sur la croix que David m'a marqué pour pas que je fasse de bêtises. Et ça me permet tout de suite d'enchaîner et de remercier David, Agence de 8, les équipes Avinit, Mathieu, merci, les équipes en régie, parce que vous nous avez fait un job aujourd'hui au millimètre. Et c'était une très très belle journée. En tout cas, une journée qui a été placée, bravo. On peut vous remercier et on a eu de très nombreux retours très positifs sur à la fois la qualité du live, parce que c'était une première pour Dimo. Je suis très très heureux, très fier qu'on ait pu le faire et qu'on ait ces retours positifs à la fois sur les contenus d'une journée qui annonçait beaucoup de promesses et d'attentes. Et une fois encore, les retours et les questions et les nombreuses questions et les interactions qu'on a eues sont très très positives. Donc vraiment merci aux équipes techniques. Merci évidemment à l'ensemble des partenaires qui ont joué le jeu. C'était une journée qui était sous l'égide de la réactivité, de l'agilité. Je crois que c'est vraiment le maître mot. Deux termes qui nous tenaient à cœur dans cette période où effectivement on avait prévu de se voir physiquement il y a un mois. Et en moins d'un mois, on a transformé cet événement physique en événement et physique et digital. C'était une belle promesse parce qu'on a eu la chance d'avoir nos partenaires avec nous toute la journée. J'espère qu'on aura la chance de vous avoir tous, à la fois dans des événements comme le forum, vous le savez, qui nous tiennent beaucoup à cœur, et qui sont dans cette veine d'événements qui ont vocation à apporter du contenu, de la valeur, du retour d'expérience. C'est tout ce qui fait finalement aussi notre ADN et la richesse de nos métiers. Voilà, donc merci beaucoup à tous, merci à tous nos partenaires. Bravo à Maxime qui a fait un super job pour préparer aussi cette belle journée. Et puis on vous dit tous à très très bientôt, sous cette forme ou sous une autre. Voilà, merci à tous. À bientôt, au revoir.